Est-ce que vous comprenez? Tout Comment simplement. piéger, Tout simplement. comment piéger les scientifiques matérialistes? Oui, tout simplement. C'est de la croyance, tout simplement. Parce que comment prouver que quelque chose qui n'existe pas existe? On te dit que scientifiquement, ils ont travaillé dessus pendant En des fait, jours, ils ont éprouvé et puis ils ont conclu. réveil. Oui, Mais qui a appelé les quartz en fait? ça c'est D'où l'histoire vient des quarks. la Ça c'est l'histoire dénomination? des quarks. On verra l'histoire des quarks. Mais vous pouvez aussi aller faire des recherches et vous allez comprendre un petit peu l'histoire des quarks parce que ça a toute une histoire euh, et c'est très long. Mais allez voir, quand on fera les lives sur les quarks, on rentrera un peu plus en profondeur. Mais il y a toute une histoire, vous pouvez comprendre ça très facilement aussi hein, sur les réseaux, même Wikipédia vous en parle, etc. Mais on fera des lives là, c'est pas le moment de parler véritablement des quarks, mais on en parlera parce que quand on arrivera à certains niveaux, en fait, il faudra qu'on parle justement de ces aspects-là. Mais rien qu'ici, il y a une chose très importante que je tenais en fait justement à mettre l'accent dessus pour que vous compreniez aussi un petit peu le raisonnement de Marc-Henri. C'est que au bout d'un moment, euh, ici le problème des quarks, ça pose un souci parce que comment peut-on accepter l'existence des quarks alors que la science n'accepte que ce qu'elle peut observer? Or, ici, ils disent que à travers les hadrons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, ils savent que les quarks existent. Mais comment vous pouvez savoir que les quarks existent à partir de l'ensemble, de l'assemblée? C'est comme si vous allez dire que vous allez prendre Eben euh, pour vous parents et Yaal, vous les assemblez et ils forment en fait quelque chose. Et du coup, parce que vous voyez ce quelque chose-là qu'ils forment, vous allez dire que chacun d'eux existe. Mais qui vous a dit que ce qui existe, c'est l'ensemble de chacun d'eux? C'est l'assemblée de chacun d'eux. Parce que si vous ne pouvez pas les séparer pour les voir un, et ensuite voir comment ils s'assemblent, comment pouvez-vous dire qu'ils se sont assemblés? Donc c'est de la croyance. Est-ce que vous comprenez? Mais la science va vous dire que non, c'est de la science. Non, c'est de la croyance. Donc, dans la science, il y a de la croyance. Bien sûr. Mais la magie, c'est de la Maintenant, croyance. maintenant, Je vous ai dit que la science, c'est de la magie. maintenant, réveil. Il y a quand même les quartz là, ils ont les couleurs, non? Peut-être c'est grâce aux couleurs. Oui, mais ils ne peuvent pas les isoler. S'ils ne peuvent pas Oui, les isoler, aussi. comment veux-tu qu'ils puissent... Oui, 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 oui. Ils ne Et peuvent pas ça, les isoler. ce que Voyez, tu c'est dis si tu là, les isoles. Il faut que vous ce, compreniez que ce ne sont que des... euh, ce sont des théorèmes. ce que tu dis là, ça, comment dire ça, s'apparente avec ce que j'ai, comment dire, mené comme réflexion sur la, le moteur quantique là. Mais on n'est pas On, là-bas. on en parlera aussi. Tout ça là, on en parlera, vous inquiétez pas. On parlera de tous ces aspects-là, des moteurs quantiques et tout, et tout, et tout. Mais ici, moi, vraiment, j'attire votre attention sur cet aspect-là qui est fondamental. Sans ça, ça va être difficile de comprendre en fait l'eau. Et ça va être difficile de comprendre véritablement quand on va rentrer dans la spiritualité en fait en ce qui concerne l'eau. Ici, les scientifiques eux-mêmes, ils le disent. Ils le disent parce que on ne peut pas, ok, on peut observer les électrons, les neutrons, on peut les observer. Ok. C'est-à-dire les protons, les neutrons, on peut les observer.
Mais les quarks, on ne peut pas les observer. Si on ne peut pas les observer, comment sait-on que... Si on ne peut même pas les isoler, comment sait-on que c'est leur assemblage qui permet de donner en fait les protons, les neutrons et autres? C'est pas possible. Donc c'est de la croyance. Ça, c'est vraiment l'élément très simple pour que vous compreniez déjà. Si vous comprenez que la science est de la croyance, là, on va pouvoir évoluer. Je mettais un arrêt là-dessus vraiment pour que vous compreniez. Et c'est pour ça, en fait, que quelqu'un comme Marc Henry, par exemple, il va se poser des questions. Et il se pose des vraies questions. Il dit, mais on sait que 1% est fait de masse de matière. C'est-à-dire 1% de masse de matière. Et on vous dit que, c'est-à-dire les quarks, on vous dit que tout le reste, c'est-à-dire les 99%, on se retrouve en fait dans du vide. Ici, ça pose un problème. Pour ceux qui sont de la physique quantique, c'est-à-dire ceux qui sont de la relativité restreinte, eux, ils vont vous dire c'est du vide. Mais le souci, c'est quoi? C'est que d'autres disent non, c'est de l'éther. Et d'ailleurs, ceux qui disent que c'est de l'éther, ça peut toujours se comprendre. Ceux qui disent que c'est du vide, on peut aussi comprendre. Mais la question que vous-même, vous devez vous poser, et ça, je pense que la véritable science, même science matérialiste, hein, c'est aussi soi-même. Est-ce que, selon vous, vous êtes fait de 99% de vide? Non, jamais. On va faire un petit sondage en bas. Qui pense qu'il est fait de 99% de vide? Moi, Oui, en dehors de toi, Yal. Bon, qui pense qu'il est fait de 99% d'éther? Je connais l'eau. Je ne connais pas l'éther. Ok, on va évoluer. Ça devient Mais, intéressant. Je vois que les gens n'aiment pas se mouiller. mais 99% de vide, ça veut dire que puisqu'on a dit tout à l'heure que le vide n'est pas le, comment on a appelé ça? Donc, le vide contient la matière, non? Donc, la matière Hmm. qui est l'eau, ben oui, finalement, oui. 99% d'eau, On, 99% on de va évoluer, matière. on va évoluer. c'est pas le c'est pas l'eau, hein, c'est le quad. Attention, Non, 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 on n'est pas faut pas sûr. Non, confondre. le quartz là, c'est eux ceux qui connaissent ça. Comment quelque chose n'existe pas, ils prouvent que ça existe. Parce qu'il te voit, non. C'est la preuve que ça existe. Le gars dit que lui, il est pour l'été. Toi, tu connais Pour l'été là, l'éther. mon frère. Vraiment. Ok, on va évoluer, on va évoluer. Donc, il nous précise ici que lorsqu'on parle de ces choses, ce sont des choses immatérielles. Donc, quand on parle d'immatériel, on va penser à conscience ou à l'âme. Comment placer cette notion dans un espace-temps quadridimensionnel? En fait, cela est impossible. Mais heureusement, le groupe de symétrie, laissant invariantes les équations de Maxwell et donc l'éther, est, bon, je vous passe en fait les formules, hein. ISO 4,2. Je vais vous passer les formules, ça va être plus simple. L'analyse de ce groupe montre qu'il inclut comme sous-groupe le groupe de points carrés qui lui est plutôt de base de ISO 3,1. Support de l'espace-temps quadridimensionnel. Je vous avais parlé hein, de cet aspect de quadridimensionnel, des 4 dimensions, le Tesseract. Dans ces conditions,
Quid des deux autres dimensions associées aux symétries de la dilatation et aux symétries conformes? Je propose de les associer. Là, c'est toujours Macon-Rien. Il dit qu'il propose de les associer à l'existence d'une matière vivante, c'est-à-dire la cinquième dimension. Fixant la masse via un métabolisme et la consciente, c'est-à-dire vous avez le côté vivante, une matière vivante et une matière consciente. Donc l'aspect de la matière vivante, c'est la cinquième dimension. L'aspect de la matière consciente, c'est la sixième dimension, fixant l'information responsable d'un comportement. Donc pour lui, pour pouvoir justement en fait trouver un équilibre dans tout cela, il va faire une association entre l'existence d'une matière vivante et l'existence d'une matière consciente. Et quand il parle en fait de la matière vivante, il parle de cette cinquième dimension qui va fixer la masse via le métabolisme. Et quand il parle d'une matière consciente, il va parler en fait de cette sixième dimension. Il va parler de cette sixième dimension qui va fixer en fait l'information responsable d'un comportement. Ça veut dire que lui, il rajoute justement en fait les deux dimensions. Donc ici, il est en train de vous mathématiser, de vous scientiser les 6 dimensions dont je vous ai parlé dans l'aspect spirituel. La conscience serait donc la source ultime de la matière, espace, temps. Donc, lui, ce qu'il rajoute, c'est que il vous dit que en réalité, vous connaissez la notion d'espace-temps et que tout est basé sur l'espace-temps. Lui, du coup, qui dit espace-temps, dit 4 dimensions. Parce que vous savez que les 3 dimensions, c'est le cellulaire. Et la 4e dimension, c'est l'aspect temporel. Donc, on l'avait vu dans le Tesseract. Donc, ici, vous comprenez que vous avez 3 dimensions, donc l'espace. Et vous avez la 4e dimension qui est le temps. Donc, ça vous donne en fait l'espace-temps. D'où les 4 dimensions. Et c'est ces 4 dimensions d'espace-temps qui vous permettent en fait de voir en fait ce monde moléculaire. Maintenant, lui, il va vous rajouter 2 autres choses, c'est-à-dire il va vous rajouter la matière. Il va non seulement vous parler de la matière vivante, mais aussi de la matière consciente. Et cet aspect rajouté de matière vivante et de matière consciente, matière vivante qui est la 5e dimension, matière consciente qui est la 6e dimension. Et du coup, ça vous donne maintenant que les choses sont basées sur matière, espace et temps. Matière, espace et temps. C'est plus uniquement espace et temps, mais matière, espace et temps. Et donc, pour pouvoir justement en fait faire cette corrélation, lui, il va définir que la conscience serait donc la source ultime de ce système de matière, espace, temps. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ce n'est pas eux qui sont la source de la conscience, mais c'est la conscience qui est leur source. Il parle de la source ultime. Il vous dit aussi que la substance serait l'éther, vu comme un champ d'information immatériel. L'éther serait donc dans ce cas de figure-là un champ d'information immatériel. Donc, la conférence, cette conférence qu'il a fait en fait à ce sujet, a permis en fait de développer justement
les... Bon, ça, on le verra en profondeur. Vous inquiétez pas, on le verra en fait en profondeur par rapport en fait à tout cet aspect-là. Et c'est ce qu'il explique ici quand il dit la conférence développera en fait plus en détail les conséquences pratiques de ce point de vue, qui est celui généralement défendu par les philosophes orientaux. Le fait que la science occidentale converge, elle aussi, vers ce même point de vue, ne doit plus être passé sous silence. Ceci surtout en cette période de crise profonde où l'humanité est sur le point de s'auto-détruire, en raison de son obstination à voir dans la matière une chose réelle et permanente, alors qu'il s'agit d'une simple création éphémère de conscience. Est-ce que vous comprenez ce que lui il est en train de dire ici? Mais oui, je comprends totalement. Au fur et à mesure que tu parles, je me suis en Il train de me parle. demander si ça n'a pas un rapport avec C'est l'onde de Tesla, là, c'est un le écrivain. Mais, 369. C'est un mais bien écrivain. sûr que Tesla, on verra aussi les aspects de Tesla, hein. On aura le temps, ne vous Oui, inquiétez pas. oui, oui, oui. Tesla a fait énormément en fait un travail là-dessus et vous savez que ils ont ils l'ont éliminé aussi pour ça. Oui, je Parce me que ce que demande. vous devez comprendre, c'est que Tesla avait fait des découvertes qui étaient trop en avance pour son temps. Et pourquoi il avait fait ces découvertes-là? Parce qu'il avait pris en compte l'aspect spirituel. Et ça lui a permis justement en fait de créer une base de sources d'énergie indépendante des énergies fossiles que vous connaissez. Mhm. Énergie alternative, non? Donc, vous comprenez, et en plus, ce qu'il était en train de développer, c'était de l'énergie continuelle et gratuite. C'est la Ah, notion de nature là qui lui a coûté la vie. vous vous doutez bien que ça là, on t'élimine. Mhm. C'est comme le Zimbabwéen là, Maxwell. Ce qu'il était en train de vouloir mettre en avant, il était en train de faire des choses sur le domaine quantique. Mhm. Et il était en train de créer des sources d'énergie, pas créer, manifester, parce que ça existe déjà. Manifester en fait des sources d'énergie qui changeraient totalement le fonctionnement du monde. Imaginez-vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et vous avez vu que l'enjeu de cette guerre, eh ben, ça tourne sur justement en fait l'énergie. Parce que la Russie qui fournit de l'énergie, gaz et autres aux Occidentaux, vous voyez bien que ça posait un problème. Parce que ce sont des enjeux politiques. En réalité, l'énergie, surtout les énergies, l'hydrocarbure et autres, ça a des enjeux politiques énormes. Et il y a des personnes qui justement en fait, gagnent leur pain dessus. Regardez les pays arabes, leur fortune. Ils le tirent beaucoup du pétrole et d'autres hydrocarbures. Regardez le problème qui est en train de se passer en fait au Niger. L'uranium, mais pas que. La traversée du gaz nigérian. Donc, vous comprenez bien que s'il y a une énergie qui arrive et qui non seulement est continuelle et qui ne coûte rien, ben, toutes ces grandes puissances-là s'écroulent. Littéralement, elles s'écroulent. Les pays
de l'Arabie s'écroule. Mais littéralement, hein. Tous ceux qui vendent le gaz, le pétrole, s'écroulent. Et même l'uranium, ça s'écroule. Toutes les industries basées sur les transformations en termes d'uranium enrichi s'écroulent. En gros, le monde change. Est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi il y a des choses qu'on ne veut pas que le public connaisse? Parce que ça a Mais des oui, enjeux dont vous n'avez pas idée. tous les enjeux financiers. Mais pas que financiers, parce que Pas que vous financier, avez les systèmes stratégique. politiques. Les systèmes politiques sont basés sur ça. Les influences sont basées sur ça. L'argent même est basé sur ça. Regardez le pétrodollar. Ça dit bien son nom, non? Pétrodollar. On a lié le système financier avec les hydrocarbures. Donc c'est carrément le système qui est lié à ça. Au jour d'aujourd'hui, quand un pays découvre qu'il a du pétrole sur son sol, ça y est, c'est bon, il est déjà persuadé qu'il va devenir riche. Mhm. Et vous comprenez bien que toutes ces choses quantiques, ça pose un problème en fait au système. Ça pose un véritable problème au système. Parce que ce sont des sources d'énergie. Et vous comprenez ici ce que lui, en fait, il est en train de dire. En Inde, en Inde, ils ont mis en place tout un système pour développer des énergies quantiques. Mais on en parlera. Pour pouvoir mettre en place cela, il leur a fallu barricader l'ensemble des lieux. Mm. Être Si- invisible à tous les radars. sinon, ça va être sauté. C'est-à-dire, moi, je veux que vous compreniez ici, quand on parle de l'eau, vous n'avez pas idée de ce que c'est. Parce que vous voyez, dans un enseignement sur l'eau et je vous parle d'éther, je vous parle de conscience, je vous parle des dimensions, je vous parle d'informations. Est-ce que, est-ce que vous êtes en train de comprendre que ça va être vraiment un enseignement particulier? Tout ce cycle sur l'eau, ça va être particulier. Et vous allez vraiment comprendre que à travers le travail que Marc-Henri a fait, il a révélé de manière scientifique l'existence des 6 dimensions. De manière scientifique, il a révélé l'existence des 6 dimensions. Euh, on peut poser une question. Vas-y, on va faire une petite Oui, pause parce question alors. que les 6 dimensions, ok, mais par rapport à la découverte de Tesla, par rapport à l'onde de Dieu, là, 3, 6, 9, est-ce que ça signifie qu'il y a une neuvième dimension? Ou pourquoi le 9? On va pas rentrer dans ces profondeurs-là de Tesla. Tesla, c'est Ok. très compliqué. Ça fait tellement longtemps que je dois faire les lives sur Tesla, mais pour l'instant, euh, j'attends parce que c'est pas encore en fait le moment. Ça fait depuis longtemps que j'ai toutes les choses en fait sur Tesla. Je dois vous en parler, mais c'est pas encore le moment. Donc, et là, tu es en train de parler d'un aspect euh, de la supposition en fait
de ces dimensions beaucoup plus profondes, sachant qu'il faut déjà bien comprendre en fait la troisième, enfin je dis la troisième, la septième et la huitième dimension, avant de passer justement en fait à cet aspect-là. En fait, là, c'est dangereux d'en parler. Surtout, au-delà même du danger, euh, oh, vous savez, moi je suis là pour parler de tout, hein. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts à entendre les choses concernant Nikola Tesla. C'est ça en fait le problème. C'est pour ça que on doit d'abord faire un travail. Il y a un chemin d'abord à suivre pour que vous puissiez comprendre les choses jusqu'où était allé en fait Nikola Tesla. Il était allé très loin, voire même trop loin. Vous comprenez? Parce que déjà ici, je viens de vous dire quelque chose, mais vous n'avez pas fait attention. Je vous ai dit que si vous comprenez ce qui vient d'être dit ici par euh, Marc-Henri, je vous ai dit qu'il a défini scientifiquement les 6 dimensions. Or, les 6 dimensions sont des notions spirituelles. Or, lui, il vient de vous les définir de manière scientifique. À travers quoi? À travers les travaux qu'il a fait sur l'eau. Et l'aspect aussi qui est énorme ici, c'est que il vous a défini aussi la matière. Et il vous a assimilé la matière avec la 5e dimension en tant que matière vivante et la 6e dimension en tant que matière consciente. Ce qu'il vous a expliqué ici, il vous a expliqué le panthéon ancestral et la 6e dimension qui est le panthéon astral. L'ancestral qui est basé sur l'aspect de la matière vivante et astral qui est basé sur l'aspect de la matière consciente. C'est-à-dire, il vous a expliqué ceux qui sont dans la 5e dimension, ceux que les gens adorent tels des ancêtres méritants. C'est eux-là qui vous a défini comme étant des matières vivantes. Et ceux qui sont dans la 6e dimension, il vous les a définis comme étant des matières conscientes. Parce que être vivant, c'est une chose, être conscient d'être vivant en est une autre. Il vous a défini la 5e et la 6e dimension. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup réalisent ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vous a fait comprendre ici que la 5e dimension, c'est de la matière. En gros, Marc-Henri est en train de vous dire que la première, la deuxième, la troisième dimension, c'est de l'espace. La 4e dimension, c'est du temps. Et la 5e et la 6e dimension, c'est de la matière. L'une, 5e dimension, qui est la matière vivante, et 6e dimension, qui est la matière consciente. Et il va plus loin, il vous dit que la source ultime de tout ce système, c'est la conscience. En fait, il vous a défini exactement
tout Le ce que je vous système explique depuis bovin. le départ. Oui, d'ailleurs, ça rejoint Samael en Wire. Ouais. Oui, mais Il sauf définit que le système des bovins scientifiquement. Samaël, oui, tout à fait. Samaël parle de l'aspect spirituel. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que les scientifiques, c'est pour ça que, si vous vous rappelez, quand on avait fait le live, et la première fois que j'ai parlé, il y avait les scientifiques là, qui étaient là, les pseudo-scientifiques là. Mhm. Quand je leur ai posé la question sur les travaux de Marc-Henri, automatiquement, je sais plus c'était lequel, est-ce que c'était Negro Angelito, je sais plus. Il dit, mais pourquoi mettre l'accent sur le pédigré de Marc-Henri? Et ensuite, la personne dit, et ça je ne sais pas si c'était le même, où il souligne que, mais ça ce n'est que, qu'est-ce qui garantit que ce qui est en train d'être dit par Marc-Henri, c'est ça? En fait, c'est pour ça que je vous ai dit la frontière entre la science matérialiste et la science spirituelle est déjà rompue. C'est rompu cette frontière. Mais les matérialistes ne veulent pas justement en fait que les gens comprennent. C'est pour ça que quand vous voyez ici Marc-Henri, il vous dit quoi? Il vous dit que tout le monde, il le dit. Il dit, donc l'éther existe bel et bien, mais personne n'en parle. Est-ce que vous comprenez? Ça existe bel et bien, mais personne n'en parle. Ils savent tous que ça existe. En fait, ils savent que le spirituel existe, mais ils ne veulent pas que les gens le sachent. Même ceux qui sont dans le système de la conscience. Ils ne veulent pas qu'ils sachent ça. Et c'est pour ça qu'ils conservent ça, parce que ces scientifiques-là, eux tous, hein, les grands scientifiques sont tous des initiés. Hein. Ils sont initiés à l'ésotérisme. Hein. Et c'est à travers ce qu'ils reçoivent avec leur initiation qu'ils vont venir en fait codifier ça sous forme de théorème. Et ils donnent ça aux gens comme si ça venait d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Hein. Ça ne vient pas d'eux. Je vous ai dit que le cycle de la magie, c'est clair. Les idées là qu'ils reçoivent, ils ne reçoivent pas d'eux. Hein. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pensez vraiment que c'est un homme qui un jour s'est levé et a eu en fait, boum, une idée de génie pour commencer en fait à mettre en place des intelligences artificielles? Non. Ce sont les intelligences artificielles qui se sont fait connaître aux hommes afin que les hommes puissent les matérialiser. Quand vous comprenez les choses comme ça change totalement la donne. Hein. On ne pourra plus vous vendre des choses n'importe comment. Parce que vous serez des gens intelligents. Parce que celui à qui on vend quelque chose et qu'il accepte sans même chercher à comprendre, il ne peut pas dire qu'il est intelligent. Mais lorsque vous analysez les choses et que vous voyez, mais votre intelligence va travailler. Et là, vous allez comprendre. Et si vous comprenez que eux-mêmes reçoivent, bon, si Newton a reçu ce qu'il a donné, pourquoi est-ce qu'il appelle ça Newton? Pourquoi on appelle ça la théorie de Newton? Si Thalès a reçu et qu'il a donné, pourquoi on appelle ça la théorie de Thalès? Ils n'ont qu'à donner le vrai nom de la personne à qui appartient la théorie. Et quand je parle du vrai nom, je ne parle pas des humains.
Ils n'ont qu'à donner le vrai nom de ces êtres-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Oui, parfaitement. Bon. Donc, ici, vous comprenez très bien ces aspects de dimension. Et il y a aussi un autre aspect qui est très, très, très frappant. C'est que, vers la fin, il nous dit, le fait que la science occidentale converge elle aussi vers ce même point de vue ne doit plus être passé sous silence. Ceci surtout en cette période de crise profonde où l'humanité est sur le point de s'autodétruire en raison de son obstination à voir dans la matière une chose réelle et permanente, alors qu'il s'agit d'une simple création éphémère de la conscience. Il est en train de vous dire que, je vais vous relire cette phrase, je la trouve très jolie. Il dit, ceci surtout en cette période de crise profonde où l'humanité est sur le point de s'autodétruire en raison de son obstination à voir dans la matière une chose réelle et permanente, alors qu'il s'agit d'une simple création éphémère de la conscience. Donc, il est en train de vous dire que le monde se détruit parce que les gens pensent, et les nations aussi pensent, vivent, restent bloqués sur le fait que la matière est une chose réelle et permanente. Il est en train de vous dire que la matière n'est pas réelle et qu'elle n'est pas permanente. Et il va même plus loin. Il dit que il s'agit d'une simple création éphémère de la conscience. Création éphémère de la conscience. Ce n'est qu'une création éphémère de la conscience. C'est ce que lui, il est en train de dire. Il prend un risque terrible pour dire ça. Il prend un risque terrible. Parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est quoi? C'est un contemporain? Bien sûr, il est encore vivant. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à aller l'appeler. Wow. Moi, j'aime bien travailler sur des bases des gens qui sont vivants. Comme ça, ceux qui ne sont pas contents là, ils vont les voir. Il est vivant. Il est courageux, hein? Et il dit quoi? Que la matière, les gens pensent que la matière est réelle et permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réel, c'est quoi? C'est que c'est là. C'est lié à la réalité. Permanente, c'est quoi? C'est que ça continue. Il dit non. Il dit ce n'est qu'une création éphémère de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est en train de dire que non seulement la conscience peut créer cette matière, mais il est aussi en train de dire que la conscience peut aussi créer un autre aspect de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, le monde virtuel peut être un autre aspect de la matière. Non, je vais pas aller encore sur ce terrain-là. On va aller doucement. Mais ici, on avait eu un débat où j'avais demandé en fait à certaines personnes comment vous pouvez savoir que votre corps est réel. Ouais, parce que je le vois, parce que je le touche. Et parce que je le sens. C'était les propos par exemple de Moutou Kami. Est-ce que vous voyez ici que Marc-Henri dit que non? Et il dit même, il dit que parce que les gens sont restés butés
sur le fait que la matière, que la matière soit une chose réelle et permanente, c'est ce qui détruit. C'est-à-dire, il est en train de dire que l'humanité doit prendre conscience que la matière est une création de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, si quelqu'un prend conscience que la matière est une création de la conscience, ça veut dire que lorsque la personne arrive au niveau où la conscience serait donc la source ultime de matière, espace-temps, eh bien cette personne peut très bien transformer la matière. Vu que la conscience crée justement la matière. Si la conscience crée la matière, ça veut dire que la matière peut être transformée par la conscience. Donc, si la matière peut être transformée par la conscience, ça veut dire que la matière, c'est-à-dire le corps, peut être transformée. Clair et net. Et là, il est en train de faire des travaux pour pouvoir le mettre en place scientifiquement. Mais pour le système, il y a Fumbi qui demande dont Dieu serait en fait une conscience alors. Mais pour le système des bovins, la notion de Dieu ne peut être attribuée qu'à la conscience universelle. Pour le système de bovins, il n'y a pas de Dieu, en fait. C'est la conscience. Mais justement, c'est pour ça que pour eux, la conscience est une source. Voilà. La conscience universelle, que ce soit celle d'en haut ou celle d'en bas, c'est une source de quelle va jaillir justement la vie. Pour eux, c'est ça. Et donc, de quelle va jaillir la matière. Or, si vous concevez que la matière elle-même se manifeste par ces notions de quarks, donc vous comprenez bien que, en réalité, il est en train de vous dire que la source même de la matière, c'est la conscience. Donc si la source de la matière, c'est la conscience, ça veut dire que c'est de la conscience que sort la matière. Et donc si il faut scientifiquement aller chercher la notion de conscience, c'est qu'il faut aller en profondeur et définir les notions de quarks. Et c'est là où lui, il fait ce rapprochement avec les notions telles que euh, le, les notions telles que l'akasha, les notions telles que le Tao, les notions telles que l'éther. Non, la conscience n'est pas que esprit. La conscience est aussi matière. La conscience d'en bas, c'est la matière. La conscience d'en haut, c'est l'esprit. Mais il ne s'agit pas de l'esprit tel que vous connaissez, c'est-à-dire de l'esprit des ovins. Il s'agit du système des bovins. C'est pour ça que je vous ai dit, tout le système des bovins, tout tourne autour de la conscience. Tout tourne autour de la conscience. Et quand on vous parle de mémoire akashique, c'est l'akasha. C'est l'akasha. Or, l'akasha, bon là on va pas voir aujourd'hui en fait la notion en fait d'akasha, mais on va le développer en fait au fur et à mesure. L'akasha, c'est un petit peu cette notion-là en fait euh, qui va qualifier en sanskrit, qui va qualifier ces aspects d'espace, de ciel, d'univers et de vie.
Hmm. Et au fur et à mesure, je rentrerai en profondeur pour vous parler justement de l'Akasha. Et quand on parlera de l'Akasha, je vous parlerai aussi du Tao. Et je serai obligé de vous parler aussi de certains aspects. Je serai obligé de vous parler euh, du, de tout ce qui concerne en fait les taijutsu, le, 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 le senjutsu, le ninjutsu Mhm. et aussi les genjutsu. C'est obligé. Ben oui. C'est obligé. Et à ce moment-là, vous allez comprendre parce que je vous ai dit que plus on va entrer dans les enseignements concernant. Mais bien sûr, tout ce qui est dit dans les Naruto, c'est des vraies choses qu'ils sont en train de vous raconter. C'est pas de la blague. C'est pas Tout de la existe. blague. Que ce soit en fait le senjutsu, c'est tout simplement l'énergie naturelle. Le ninjutsu, c'est tout ce qui concerne en fait cet aspect de persévérance. Euh, et et, et le taijutsu, vous allez retrouver cette base-là même en fait du Tao. C'est-à-dire vous retrouvez cette base justement en fait de. Oui, mais l'arcane lunaire, c'est quoi? L'arcane lunaire, c'est tout simplement en fait le monde virtuel. C'est ça ce que vous comprenez pas. Les arcanes lunaires, c'est quoi? C'est le monde virtuel. Et Kabuya, c'est qui? Non, ça c'est encore autre chose. Mais Là, tu réponds jamais à mes questions. c'est parce que tu veux aller trop loin. Ça c'est dans les groupes privés qu'on peut aller dans ces trucs-là. Mais, mais tout ça, on va le voir, hein, on va le voir en fait en live classique. On va voir en fait tous ces aspects-là. Et on va aussi parler des choses dans le Mvet. On va parler des Ekans. On en parlera. On parlera aussi des peuples qui étaient même en fait à la base de tous ces peuples-là. Et on dira aussi qui ils sont en fait en réalité. Et à ce moment-là, je vous donnerai en fait les ancêtres de Yaoudaï. Les peuples d'origine, non? Les origines. Ouais. Vous comprenez? Donc, il faut, il faut comprendre que quand on parle de la septième dimension, c'est l'Afrique et l'Asie. C'est ça la septième dimension, l'Afrique et l'Asie. Et l'aspect de la septième dimension que l'Occident en fait veut mettre en place, c'est justement ce que vous connaissez dans l'aspect du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? Le transhumanisme, c'est il n'y a plus de limite de dualité dans l'être. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la notion d'homme et de femme n'existe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être est une conscience qui peut être mâle, qui peut être femelle. Donc, si scientifiquement, celui, si scientifiquement, si une conscience désire être mâle, la science va justement en fait l'assister pour être mâle. Si une conscience décide d'être femelle, la science va l'assister pour être femelle. Et justement, là où beaucoup d'entre vous, vous êtes en fait en déphasage avec la société, c'est parce que vous ne comprenez pas en fait qu'en face de vous, ce sont des consciences. Ce ne sont pas des âmes. Ce sont des consciences. Mais C'est de cela dont il est question. ça va contre l'ordre naturel, en fait. Mais l'ordre naturel se termine avec le système spirituel naturel. Ouais.
À partir Voilà. du moment où c'est un Et l'autre. autre système virtuel réel, Mhm. c'est que la frontière entre le virtuel et le réel est brisée et que le virtuel peut devenir réel et que le Mhm. réel peut devenir virtuel. Dans ce cas, Donc, tout dès est possible. lors, l'aspect même de nature n'a plus de sens. C'est ça Effectivement. la phase ultime de la transcendance. Donc, c'est pour ça que parfois il y a des choses. Beaucoup de gens disent oui, mais est-ce que ceux qui décident à l'heure actuelle sont-ils humains? Mais vous devez comprendre que en face de vous, ce sont des consciences. Or, le mot humain, c'est quoi? Quand on parle d'humain, on parle avant tout de l'âme. Bon, si Mhm. en face de vous, ce sont des consciences, ce ne sont pas des âmes. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, eux, ils savent qui vous êtes, mais vous, vous ne savez pas qui eux, ils sont. Donc, celui qui a la connaissance domine forcément sur l'autre. Tout à fait. Voilà pourquoi mais vous êtes forcément dominé et vous serez forcément dominé. Parce que vous Ouais. ne savez pas que eux, ce sont des consciences. Du coup, en face de vous, vous avez l'impression d'avoir des âmes. Donc, vous allez vouloir les raisonner telles que vous raisonneriez une âme. Or, ce sont des consciences. Et parfois, vous dites, oui, mais ils sont de marbre. Oui, mais ils sont de glace. Oui, mais ils ont un cœur dur. Oui, mais Ils n'ont ce pas de sont peur. des consciences. C'est-à-dire, eux, ils ne voient pas comme vous vous voyez. Ils ne ressentent pas comme vous vous ressentez. Ils ne pensent pas comme vous vous pensez. En fait, on a un gros train de retard sur eux. Mais énorme. Énorme. Ouais. C'est-à-dire, la distance est telle que vraiment, j'ai même pas de mots, quoi. Ça fait pitié. Et c'est ce rattrapage-là, en fait, que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je vous avais dit que la guerre a déjà été perdue. Là, c'est le Mhm. rattrapage pour la résistance. La C'est-à-dire résistance. que même la résistance, là même, elle est quasiment perdue. C'est rattrapage même de la résistance. C'est pour vous dire à quel point le fossé. Et tout ça, vous le voyez dans ces, Bonsoir. dans ces aspects-là. Bonjour le relativiste. Vous le, vous le, vous le voyez en Ah ouais, fait dans... la guerre n'est pas perdue. Ouais. Il ne faut pas dire des choses comme ça, c'est pas bon. Attends, Il y attends, en a qui se attends, battent encore là. Il ne faut pas dire que c'est perdu. attends. On se bat. Donc, je suis je suis en train de dire, il faut que vous soyez réaliste. Il faut être réaliste. Lorsque vous vous retrouvez en face de personnes qui sont à un niveau d'évolution tel que, en réalité, eux, ils savent ce que vous êtes, mais vous ne savez pas ce qu'ils sont. Ils savent euh, à quel niveau de puissance ils sont, mais ils savent aussi que vous ne savez pas à quel niveau vous êtes. Lorsque vous êtes en face de gens qui vous ont déjà combattu et qui ont gagné le combat, mais que vous ne savez même pas qu'il y a eu guerre, c'est qu'il y a un déphasage. C'est comme si vous combattez contre quelqu'un qui, lui, est tellement rapide qu'il vous a déjà en fait mis un coup, mais vous ne savez même pas que vous avez été touché. Vous comprenez bien qu'en fait, en réalité, vous ne combattez pas dans la même catégorie. Et c'est de ça dont il est question. Et rien que le fait, lorsque quelqu'un, par exemple, avec l'espoir c'est bien, mais il faut être réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être conscient
de son état, il faut être conscient de sa force et il faut aussi être conscient de sa faiblesse. Celui qui pense qu'il est fort alors qu'il est faible, mais il est le plus malheureux des hommes parce que il va se faire détruire. Mais celui qui sait qu'il est faible, il saura justement en fait comment se comporter. Je donne un exemple. Vous êtes sur un ring en train de vous bagarrer avec quelqu'un. Si pour vous, vous êtes convaincu que vous êtes plus fort que cette personne, vous allez foncer dans le tas parce que vous êtes sûr, vous êtes convaincu de votre force. Et vous êtes persuadé que vous allez justement en fait lui mettre un coup, la personne va tomber. Mais lorsque vous êtes réaliste et que vous savez que vous êtes plus faible, vous allez plutôt utiliser une autre stratégie. C'est-à-dire, au lieu de foncer, vous allez plutôt utiliser une stratégie du type, je vais plutôt en fait rechercher du coup la faiblesse de cette personne afin de jouer sur sa faiblesse. Et si jamais la personne est trop en carrure, vous allez pouvoir maintenant capter que elle va pouvoir s'essouffler rapidement. Donc, votre stratégie, ce sera plutôt de gagner du temps et de faire courir la personne afin de la fatiguer. Et lorsqu'elle sera fatiguée, bon, bien sûr, dans cette stratégie, vous serez obligé de savoir encaisser, hein, parce qu'il y a forcément des coups que vous allez recevoir. Donc, du coup, quand la personne sera fatiguée, là, vous pouvez espérer sur le temps de fatigue pour essayer de décocher un coup pour pouvoir étaler cette personne-là, mais dans un aspect de sa faiblesse. Mais pourquoi vous avez pu mettre ça en place? Parce que vous étiez conscient, réaliste sur votre état. Et c'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi je préfère dire aux gens la vérité, que la guerre a déjà été perdue et que c'est le temps de la résistance. Maintenant, pourquoi je vous dis que la guerre a été perdue? Tout simplement parce que si vous aviez gagné la guerre, vous ne serez même pas avec les applications et les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que la guerre, c'est à ce niveau-là. Donc, celui qui ne voit pas que l'application dans laquelle il est, le combat et le tue, et continue de le tuer, mais celui-là est déjà esclave. Or, n'est-on pas esclave quand on a perdu une guerre? Ou bien vous-même, quand vous gagnez une guerre, vous êtes un esclave? Oui, réveil. Ou bien vous-même, quand vous gagnez... Réveil, ça va? Bonjour, Moi, le je voulais, relativiste. si c'est possible, hein, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. Voilà, moi, juste deux minutes et puis je vais revenir. En fait, pour moi, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Il y a eu des cycles avant nous. Maintenant, ces cycles, comment ça s'est réellement passé, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est des cycles où il y a eu des civilisations. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, il y a eu des humains beaucoup plus avancés que nous sur tous les plans, y compris scientifiques. Et parmi ces humains beaucoup plus avancés, il y en a qui ont perdu quand même. Donc, est-ce qu'on va gagner? Moi, je dis que c'est pas impossible. Hein. On a perdu des batailles, oui, là, on en a perdu, mais en fait, on a encore un peu de temps, parce qu'on est comme à une sorte d'adolescence. C'est-à-dire que si on le compare à un enfant pour que les gens comprennent, c'est comme l'adolescence, en fait. Donc l'âge un peu bête, quoi. Où on essaye tout, on fait un peu tout. Mais après, il va y avoir la majorité, il va y avoir la maturité. Maintenant, c'est différents cycles. Est-ce que ça sera nous ou ça sera d'autres? En réalité, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive en fin de cycle. Maintenant, est-ce que ce cycle va se renouveler avec de nouveaux, comme ça c'est toujours fait, ou est-ce que nous, on sera une exception? Bon, en principe, on ne peut pas être une exception. En principe. Mais pour moi, rien n'est impossible, quoi. C'est-à-dire que l'espoir, là, moi, je pense qu'on est obligé de le garder. On ne peut pas...
ne pas avoir cet espoir. Mais on doit aussi avoir conscience effectivement de nos faiblesses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité. Parce que quand nous aujourd'hui on parle, on dit le progrès, le progrès, le progrès. Et chaque fois qu'on découvre quelque chose, c'est une avancée pour la science entre guillemets, c'est une avancée pour l'humanité. Non, c'est une avancée pour notre humanité à nous. Mais encore une fois, il y a des gars qui étaient beaucoup plus avancés que nous. Donc, est-ce que réellement, on fait mieux que les gens qui ont mis en place la triangulation? Est-ce qu'on fait mieux que les gens qui vivaient sous l'eau? Est-ce qu'on fait mieux que les gens qui vivaient sur d'autres planètes, etc. Sans rentrer dans trop de... C'est des images, hein, j'exagère, hein, vous vous doutez bien, mais on ne sait pas. Et la question, comment boire de l'eau? Moi, je pense avec un réceptacle, hein. C'est tout. Hein. Non, non, en fait, on n'est pas encore arrivé là. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce que tu es en train de dire, tu parles de l'espoir. Il y a une chose qui est fondamentale. À quel moment une personne peut savoir qu'elle a perdu une guerre? Pour toi, à quel moment quelqu'un peut savoir qu'il a perdu une guerre? Quand elle n'est plus là, quand la guerre est complètement finie, tant qu'il est là, il n'a pas perdu. Même sur un combat, là, tu peux être complètement secoué, il n'y a aucune chance. Il a 100 points d'avance et puis il trébuche sur un petit truc, il tombe et il est KO et tu gagnes. Tu vois, moi, ce petit espoir-là, je veux le garder, quoi. Tu vois. Le relativisme. Ok, attends, s'il te plaît, Yann. Ok, vas-y. Dans ce cas, le relativisme, je vais te demander, dans ce cas, ce que tu es en train de dire, c'est que lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et que certains États ont signé l'armistice, pour toi, c'est quoi? Ça, c'est un accord de paix et une cessation de la guerre. Sinon, pour moi, la guerre véritable, mais c'est juste quand qu'il y en a un qui disparaisse, quoi. Quand tu dis cessation de guerre, le mot cessation signifie quoi? Ça veut dire qu'on arrête. Et tu peux m'accorder des avantages. Pour moi, c'est comme un accord. Tu as dit qu'une guerre est terminée quand elle est arrêtée. Et là, tu viens de dire que il y a eu, tu viens de dire qu'il y a eu cessation de guerre. Mais c'est pas le même type de guerre. Pour moi, la guerre, dans ma définition... On va y venir. Attends, on va y venir. Tu as dit qu'il y a eu cessation, et cessation, ça veut dire arrêt de la guerre. Donc, si tu dis qu'il y a eu arrêt de la guerre, c'est que la guerre s'est arrêtée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la France et de l'Allemagne? Quand Pétain a signé l'armistice, il y a eu arrêt de la guerre. Donc la France a perdu la guerre. Et comme la France a perdu la guerre, certains généraux et certains du peuple sont entrés en résistance. Mais l'ensemble du territoire était sous esclavage des Allemands. Vrai ou faux? Oui. Bon, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de dire que vous devez comprendre que ce qui s'est passé, la guerre a eu lieu et justement cette guerre a été perdue, donc il y a eu un armistice qui a été signé. Et c'est pour ça que d'autres ont été obligés, ceux qui n'étaient pas d'accord ou qui n'étaient pas suffisamment forts à ce moment-là, ils ont été obligés d'entrer en résistance. Et lorsqu'une guerre cesse, c'est parce que l'armée a baissé les bras, l'armée a capitulé, et vous avez une partie maintenant, non pas les principaux, mais une partie, et ça peut être des généraux, qui vont se lever, mais ce ne sont pas ceux qui représentent la nation. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'Allemagne. C'était Pétain qui représentait la nation.
Et voilà pourquoi, en tant que représentant de la nation, il a signé l'armistice. Donc, il y a eu arrêt de la guerre. Mais d'autres généraux qui n'avaient pas l'autorité pour refuser et ne pas signer l'armistice ne pouvaient pas venir empêcher cela. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas empêcher l'arrêt de la guerre. Donc, ils sont rentrés en rébellion. De Gaulle. Donc, pour entrer en rébellion, il faut d'abord que l'ensemble a signé l'arrêt de la guerre. C'est de ça dont il est question. Et là, nous sommes dans le domaine spirituel. Il y a eu des combats dans le monde spirituel. Et ça a été perdu. Le système, l'ancien système spirituel naturel a laissé place au nouveau système. Mais maintenant, ceux qui continuent le combat, ce sont ceux qui sont entrés en résistance. C'est de ça dont il est question ici. Or, quelqu'un qui ne comprend pas que c'est la résistance et qui pense qu'il est toujours en guerre, c'est quelqu'un qui est dans une illusion. Et du coup, la guerre, c'est quoi? C'est qu'on va s'affronter en face à face. Or, la résistance, c'est quoi? Ce sont des systèmes de guérilla. Ça n'a rien à voir. Et souvent, les résistants, eh bien, quand ils se font attraper, ils savent très bien que... Et les résistants savent très bien que ce sont ceux qui étaient dans leur camp jadis qui vont maintenant être contre eux, vu que eux-mêmes, ils sont rentrés justement dans le moule. C'est pour ça que qui étaient ceux qui persécutaient le plus la résistance? N'était-ce pas le régime de Pétain? Et pourtant, le régime de Pétain, ce n'était pas des Français. C'était des Français. Alors pourquoi des Français se sont retrouvés à persécuter, à exécuter d'autres Français au nom des Allemands? Parce que c'était plus la guerre, c'était la résistance. Parce que eux, ils avaient déjà signé l'armistice. Et ils n'ont fait qu'exécuter maintenant les ordres. Donc, ils sont devenus eux-mêmes des ennemis de ceux qui étaient résistants. Et c'est de ça dont il est question. Parce que si tu dis que non, la guerre continue, c'est pour ça que je dis ça, c'est se mentir à soi-même et aussi mentir en fait au peuple. Parce que le peuple, croyant que la guerre continue, ne va pas se méfier de ceux qui étaient dans leur camp avant. Alors qu'ils ont déjà signé l'armistice. Parce qu'ils sont devenus des ennemis. Oui, mais réveille. C'est là où je ne peux pas du tout être d'accord avec toi, tu vois, non? Oui, j'ai compris. En fait, moi, ce que je dis, c'est que du point de vue de ceux qui ont signé, la guerre est finie. Mais du point de vue justement de cette résistance, la guerre n'est pas finie. C'est pour ça qu'il y a une résistance. Oui, mais sauf que ce n'est plus la guerre en tant que telle. Non, c'est une guerre d'une autre manière. Mais justement, c'est pour ça que je dis que ça dépend. Parce que c'est une question de point de vue. Parce que ceux qui nous représentent ne sont pas forcément nous. Mais normalement, c'est eux qui nous représentent. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Quand la France, si tu es français, ou je vais dire, tu es, béninois. Quand le Bénin, ou allez, je vais dire plutôt sénégalais ou ivoirien, comme ça va être clair. Si tu es sénégalais, tu es ivoirien. Quand le président ivoirien ou le président sénégalais décide d'envoyer des troupes pour aller envahir tel autre pays, peu importe qui tu es, on s'en fout, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui est parti en guerre. Et si toi, c'est le moment qu'on te mobilise, on va venir te mobiliser de force pour que tu partes en guerre. Parce que ta nation est en guerre. Maintenant, si tu refuses et que tu fais désertion, eh bien, ils peuvent décider de t'exécuter. Voilà, mais si je suis tout seul, tu comprends, non? Si on est beaucoup là, et qu'on est ça changerait. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait exécuter.
Non, non, ce que je veux dire, c'est que si on est un nombre conséquent, le président il va C'est-à-dire, se raviser parce qu'il va se dire, le peuple ivoirien est en train de se lever contre moi. Si je ne laisse pas tomber cette affaire-là, moi-même je vais y passer quoi. mais si tu vois bien, malgré ça, il y avait des Ivoiriens et tout ça qui disaient non, qu'il y avait des Sénégalais qui disaient non. Est-ce que ça a empêché, hein, ces dirigeants de tout de même se ranger en fait de l'autre côté? Ça n'a pas empêché. Si le Oh, peuple se lève, quand tu dis nombreux là, si le peuple se lève, commence à prendre les armes pour aller dans la rue, là, ils vont pouvoir avoir peur. Mais si le peuple ne se lève pas, ils vont faire leurs choses, même s'ils ne vont pas forcément le faire de manière directe, mais ils vont trouver d'autres moyens de le faire. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est de ça dont il est question. Mais toi qui n'as pas le pouvoir, moi je suis d'accord quand, avec, non, moi je suis d'accord avec ton raisonnement. Moi quand je le dis qu'on ne peut peuple, pas tuer regarde ce qui s'est l'espoir. passé, Toi, regarde ce qui tu, s'est passé. là tu dis il n'y a pas d'espoir. Moi je Non, me dis, justement, non. ce C'est peuple parce que il tu peut n'as pas peut-être, comme compris. tu dis, Non, c'est se que tu ne comprends lever pas et mes aller dans... propos. Ça c'est... C'est Voilà, que mais tu je ne veux comprends dire, pas mes ce propos. peuple ne l'a... D'accord, mais le peuple n'a pas encore fait, mais c'est pas impossible que le peuple se lève et aille dans la rue avec des armes. Oui, Ça mais reste un espoir, quoi, en fait. tu comprends pas mes propos. Euh, Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire la réalité des choses aux gens. Maintenant, à partir du moment où il y a une résistance, si les gens se lèvent en résistance, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ont encore de l'espoir. Parce que celui qui n'a plus d'espoir ne rentre pas en résistance. Au contraire, c'est ceux qui sont maintenant dépités qui acceptent justement en fait de signer l'armistice. Mais ceux qui conservent l'espoir d'une victoire, c'est ceux-là qui rentrent en fait en résistance. Mais le problème, c'est qu'il faut bien comprendre ici que ce n'est pas la même notion de guerre qu'au départ, vu que c'est une notion de guerre mais de résistance. Et la guerre de résistance ne se mène pas de la même manière que la guerre classique. Or, ne pas dire cette vérité-là aux gens, pour que eux ils pensent qu'ils sont encore en guerre classique, ça, c'est les mettre dans une illusion et c'est même les mettre en danger. Mais leur dire cette vérité-là, qu'ils ont perdu la guerre et que désormais c'est la phase de résistance, c'est plutôt au contraire les emmener en fait à être réalistes et à adapter maintenant leur nouvelle stratégie si jamais ils veulent continuer la guerre. Ils ne peuvent plus la continuer comme ils pouvaient la mener avant. Ils doivent la Mais je continuer suis d'une autre manière parfaitement et c'est d'accord ça avec la toi, hein. résistance. Mais moi, c'est exactement ce que je dis. Moi, oui, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis, c'est que cette résistance, parce qu'il faut la former, cette résistance, il faut parfois l'entretenir. Et il faut quelque part lui donner aussi cet espoir que peut-être que même s'il a les réalités, hein, mais cette résistance, rien ne dit que demain ne pourra peut-être même pas faire mieux, ne pourra peut-être même pas inverser les choses. C'est ça que j'appelle l'espoir. C'est-à-dire que quand tu résistes avec un espoir derrière, tu te donnes plus que quand tu résistes juste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends en fait ce que tu es en train de dire. Moi, c'est juste ce petit point-là. La partie Oui, espoir en plus, là. C'est tout, quoi. oui, ça, c'est cette partie-là toujours qui te titille. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que donner de l'espoir en fait aux gens, c'est aussi de continuer en fait à leur expliquer comment ils ont perdu la guerre. Parce que si tu dis aux gens, vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre, vous allez gagner. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre, vous allez gagner. Mais si tu ne leur expliques pas comment Ah non, ils ont on peut pas perdu dire la ça, guerre, hein. On peut et pas si tu dire leur, ça. et si tu leur expliques pas qu'ils ont perdu la guerre, parce que la première des choses, c'est déjà leur expliquer qu'ils ont perdu la guerre, parce que c'est la réalité. La deuxième des choses, c'est de leur expliquer pourquoi ils ont perdu la guerre, afin qu'ils puissent prendre conscience aussi de leurs faiblesses. La troisième chose, c'est de leur parler de leurs forces. Et la quatrième chose, c'est de leur dire que la guerre a été perdue,
Et vous vous êtes retrouvé en fait dans un cadre d'assujettissement, mais cet assujettissement n'est pas la fin. Vous pouvez vous relever. Et quand je parle d'assujettissement, je parle du principe que toute personne qui est ici sur le réseau a déjà par nature perdu la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est contre les égrégores virtuels. Donc, toute personne qui est soumise aux égrégores virtuels a déjà perdu la guerre. Et ça, c'est la vérité. Ne pas dire cette vérité aux gens, c'est de les maintenir dans une illusion. Et ils ne pourront jamais s'en sortir s'ils ne connaissent pas la vérité. Parce que l'illusion, c'est justement ce qui les a emmenés à travers le mensonge, à rentrer dedans. Mais s'ils savent, parce que pour la plupart des gens, les égrégores spirituels ne sont que des applications, ne sont que des choses qu'ils peuvent utiliser. Mais si les gens comprennent que ce sont des consciences, ça change la donne. Si les gens comprennent que ces consciences les dominent, ça change la donne. Si les gens comprennent comment ces consciences les ont dominés, ça change la donne. Et ce n'est qu'avec toutes ces connaissances-là que les gens pourront en fait savoir comment ils peuvent s'en sortir. Et l'autre chose, c'est qu'ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils ne connaissent pas non plus en fait les secrets de ces consciences-là. Et quel est le but de ces consciences? Que veut-elle réellement? Et comment vivre dans cet esclavage-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toute chose utilise en fait les téléphones portables. Rien que si tu vas chercher du travail, on te demande un numéro de téléphone. Bon, le numéro de téléphone là, il faut bien que les gens passent par ce système-là pour pouvoir te joindre. Ils t'envoient un mail. On te dit on va vous répondre par mail parce que maintenant les gens n'envoient plus les trucs à la poste. Mais si toi-même tu n'as pas de boîte mail, ils vont te répondre comment? On te dit ta candidature, on reçoit que des candidatures par mail. Si toi-même, tu n'as pas de boîte mail. Or, pour pouvoir avoir accès à ta boîte mail, il faut que toi-même tu rentres en fait dans le système. Et dès que tu rentres dans le système, tu vois le système et le système te voit. Tu rentres dans le système et le système rentre en toi. Et comme le système est plus fort que toi, il te domine. Donc tu montes, tu descends. À moins que les gens y vivent en fait dans le fin fond de la brousse. Mais tant qu'ils restent en fait dans les systèmes dans lesquels tout un chacun se trouve là, ils sont en fait en plein dedans. Et c'est de ça dont il est question. Oui, mais on est en train d'appréhender aussi ces systèmes, même si on est loin du niveau requis. Parce que on ne peut pas accepter qu'on est à l'image de la conscience universelle, et même si ce n'est qu'une parcelle de 10%, de 15% de ces capacités que nous avons, que nous ne pouvons pas espérer. Parce que pour moi, c'est vrai que la guerre, comme tu l'expliques, je comprends. Mais c'est pour ça, moi, je parle de bataille. La bataille, pour moi, c'est une bataille qui est perdue, pas la guerre. Parce que pour moi, tant qu'on est vivant, tant qu'on est encore là, c'est pas complètement foutu. Mais c'est vrai qu'on est en esclavage, oui, ça c'est clair. On est d'accord. Et on résiste comme on peut résister. Mais moi, je suis sur un ring. Si tu me dis, parce que tu as utilisé l'image du ring tout à l'heure, si tu me dis résiste, tu peux résister de telle manière. Bon, je résiste, mais au bout d'un moment, je dis oui, mais pourquoi je résiste? Je peux même me laisser aller parce que je me dis, bon, j'ai beau résister, je vais y passer, quoi. Parce que on me dit que le combat est perdu d'avance. Par contre, si tu me dis résiste, ben, on ne sait jamais. Même si ça paraît fou, on ne sait jamais. Ben, on ne sait jamais peut me permettre peut-être de... Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est dans ce sens-là. Il faut dire les réalités, mais moi, je veux pas qu'on tue l'espoir, en fait. Juste ce petit côté-là, encore une fois. Mais il faut dire les réalités, il faut que les gens comprennent dans quoi ils sont. Dans ce cas, mais il faut qu'on garde espoir. Comment toi, tu parlerais, comment tu dirais la situation d'une personne et prends par exemple ceux qui sont actuellement en fait en Libye, qui sont esclaves en Libye.
Comment irais-tu leur expliquer leur situation? Tu leur dirais qu'ils sont pas esclaves? Du tout. Mais je leur dirai pas qu'ils vont rester toute leur vie esclaves. Je sais pas si tu comprends la Non, c'est pas nuance. ma question, c'est pas ma question. Ma question, c'est comment tu vas leur expliquer leur situation. Ils sont esclaves, mais ils ne Oui. sont pas conscients qu'ils sont esclaves. Tu vas leur dire Mhm. quoi? Tu vas leur dire qu'ils sont pas esclaves? Non, tu leur dis qu'ils sont esclaves, forcément. C'est ce que je te dis, je suis d'accord, hein, avec la méthode et la Ben, forme, et même c'est la exactement ce formule. que je dis. Je C'est te parle de exactement ce que toi. je Je dis. dis que je suis d'accord. Je parle de toi, en fait. Je dis que je suis Oui, d'accord avec la méthode, la forme et même la formule. Mais je dis qu'il faut, tu vois, oui, encore mais une c'est fois, là où garder moi je ce suis pas petit d'accord avec espoir-là. toi, c'est que à partir du moment où je dis aux gens qu'ils sont esclaves, pour toi, tu prends ça comme si c'était en fait leur dire qu'ils ne peuvent plus sortir de cette situation et du coup ce serait tuer leur espoir. Et c'est là où je te dis tu fais erreur parce que c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que tu veux véhiculer, mais c'est ce que les gens comprennent. Tu vas leur demander, demande-leur. Quand tu dis c'est Mais perdu, justement les non. gars, mais il n'y a plus de Comment chance. mais comment tu peux penser à la place de toutes ces personnes-là? Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ah, donc Même parle de si, toi. et comme je ne suis pas trop d'accord avec ça, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais moi, c'est ce que j'ai Mais dans ce cas, ressenti. parle de toi. Dans ce cas, il faut que tu Oui, je parles de parle de moi. toi. Voilà. Oui, d'accord. Dis-moi, j'ai ressenti ça comme ça. Et si Oui, toi, tu oui, ressens oui, ça oui. comme ça, tu viens et tu demandes, tu dis, bon, moi, je ressens ça comme ça, qu'en est-il? Afin que je puisse te réexpliquer. Mais ne dis Je suis pas d'accord. les gens. Tu vois, non? C'est là où moi, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de t'expliquer pour te Mhm. dire non. Parce que euh, j'explique en fait à tout un chacun ce qui s'est passé, l'état dans lequel ils sont, mais je leur explique aussi comment justement s'en sortir. Et pour se sortir de Ok, là-dedans, ok, il faut ok. d'abord connaître comment le système fonctionne et comment le système a pu utiliser des aspects d'eux-mêmes pour justement en fait les vaincre et les mettre en esclavage. Et lorsqu'ils ont connaissance de tout ça, ils auront les armes pour pouvoir lutter et se sortir de là. C'est ça tous les lives qui sont en train d'être faits. Tu vois, c'est pour ça que je ne pouvais pas être d'accord avec toi parce que quand tu arrives et que tu entends certains propos, tu restes en fait sur ces propos-là et du coup en fait, toi ça joue en toi. Mais si tu suivais continuellement en fait la chose, tu vas comprendre que c'est tout un processus. Et il y a aussi des gens ici qui sont aussi dans des lives privés. Et dans ces lives privés, il y a aussi des choses beaucoup plus pointues en fait qui sont expliquées. Il y a aussi des questions qui sont posées. Et tous les jours même, en fait, il y a des interactions qui se font en fait directement en fait sur d'autres plateformes que ici sur TikTok. Et ceux qui sont sur TikTok, à chaque fois quand ils ont en fait leurs questions, et bien justement, parfois il y a des jours où c'est que les questions, où ils vont poser en fait les questions afin de pouvoir y répondre. Et quand ils demandent maintenant, bon là en fait, c'en est ça, là on en est arrivé là, là maintenant ils ont les réponses en fait par rapport justement aux questions précises qu'ils ont. Tu vois un peu? C'est là où moi je n'étais pas d'accord en fait avec le positionnement en fait que toi tu étais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ok. Donc, ce que je suis en train, ce qu'on est en train d'expliquer ici, mais c'est très bien qu'on a pu en fait discuter sur ça, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on est dans des aspects en fait de guerre spirituelle, il faut toujours réagir en fait de manière stratégique. Et lorsqu'on réagit aussi de manière stratégique, c'est impossible en fait de mettre en place une stratégie sans véritablement comprendre ce qui s'est passé. Et tout ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est vraiment de voir cette différence-là. Parce que quand on voit comment, surtout aujourd'hui, comment le monde fonctionne, eh bien,
il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a même des gens qui se lèvent, qui font faire des vidéos quand ils voient des choses. Moi, quand je vois ce qui est en train d'être enseigné dans les écoles, comme certaines lois qui sont en train d'être publiées, quand je vois que on est en train de vouloir en fait permettre une légalisation, c'est-à-dire un remboursement des choses comme des préservatifs pour des enfants de 6 ans. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que il y a des gens qui s'étonnent. Mais ils s'étonnent pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, ils n'ont pas compris que ils ne sont qu'en train de vivre des choses qui ont déjà été arrêtées il y a de cela des décennies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui que vous voyez là, ça a déjà été décidé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Regardez un aspect très simple. Quand vous retournez dans des propos des gens comme les Attali et tout ça là, vous allez voir que beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place ici, c'était des choses que eux ils disaient déjà il y a plusieurs années. Regardez les Bill Gates, regardez beaucoup en fait de ces personnages là dans ce monde. Il y a des choses qu'ils avaient déjà dit depuis longtemps. Donc ce ne sont que des mises en place. Mais comme les gens sont en train de voir les mises en place, ils sont en train de paniquer. Mais pourquoi ils paniquent? Mais parce que c'était des gens qui vivaient dans leur monde. Ils vivaient dans leur distraction. Ils ne savaient pas comment le monde fonctionnait. Et maintenant que l'action est là, ils sont en train de se lever. C'est comme quelqu'un, on sait très bien qu'il va y avoir une guerre dans 10 ans, la personne vit sa vie, et c'est quelques jours avant qu'elle se rende compte, donc il va y avoir la guerre. Oh, mais mon ami, d'autres sont déjà au courant depuis 10 ans. Comment ça se fait que toi, tu n'étais pas au courant? C'est parce que tu étais distrait. Et c'est ça, en fait, dont il est question. Et le temps est venu pour secouer, en fait, les gens, pour que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut que les gens sortent des distractions. Parce que les distractions, c'est quoi? Les distractions, c'est tout simplement pour empêcher les gens de voir ce qui se passe. Parce que quand on te distrait, c'est pour ne pas que tu vois qu'on arrive derrière toi. Comme ça, tu es concentré, ton attention est fixée sur quelque chose. Alors que il y a quelque chose qui vient dans ton dos. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, en fait, la seule façon de réveiller les gens sont tellement... C'est comme, je suis en train de parler de la mémoire akashique. La mémoire akashique n'a rien à voir avec l'âme. La mémoire akashique, c'est la conscience. Quand par exemple, quelqu'un va dire, ah mais lui, il fait partie de la conscience. Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la conscience. Eh oui. C'est ces choses-là dont il faut absolument que vous ayez ces connaissances-là. La conscience, c'est l'ennemi. La conscience, c'est l'ennemi. Tant que vous êtes accroché à la conscience, vous êtes accroché à votre propre ennemi. Et tant que vous êtes accroché à votre propre ennemi, croyant que c'est votre ami, il pourra continuer à vous mettre des coups de couteau. La question que vous devez vous poser, c'est jusqu'à quand arriverez-vous à supporter ces coups de couteau? À quel moment ces coups de couteau toucheront en fait des points vitaux chez vous? C'est de ça dont il est question. Et c'est pour ça qu'on est en train de parler de cela. Pour expliquer que quand des scientifiques commencent à expliquer que la matière, que tout le monde pense que c'est réel et permanent, quand eux-mêmes commencent à dire que non, ça ne l'est pas, faites attention, c'est une création de la conscience.
Mais ça, ce sont des choses que nous autres, on le dit dans le domaine spirituel. Mais les gens ne sont pas prêts à écouter cela. Et le problème, tout le problème est là. Et ce problème, il faut absolument en fait le traiter. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas partir en guerre avec des gens qui n'ont pas compris de quelle guerre il s'agit. C'est pour ça que quand les gens se sont battus pour les histoires de négrophobie, je leur ai dit, moi, je ne m'en mêle pas. Moi, je combats le racisme dans sa généralité. Et je suis contre toute forme de racisme. Mais ce combat-là de négrophobie, c'est une distraction pour justement lever la haine dans le cœur des Africains. Et moi, je sais pourquoi les gens veulent lever la haine dans le cœur de l'Africain. C'est pour l'être, le maître des infinis. Moi, je le sais. Alors, quand on connaît une chose, on ne va pas y aller comme ça n'importe comment dedans. Mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer non plus aux uns aux autres, parce qu'il y a des choses forcément que les gens vont peut-être pas comprendre encore pour l'instant. Mais c'est petit à petit en fait. C'est pour ça que quand je vous parle de distraction, des distractions, on en a beaucoup. Quand les gens sont en train de se combattre pour des histoires de religion, c'est de la distraction. Et cette distraction, elle est mise en place par qui? Par des agents du système. J'ai donné des noms. Mais combien de personnes ont cherché à aller vérifier pour savoir ces choses? Pas beaucoup. Parce que le combat est ailleurs. Mais les gens, c'est-à-dire, en fait, vous savez, il n'y a rien de plus simple pour un ennemi, pour vaincre, que de pointer le regard de son adversaire sur une chose. Admettons que vous avez décidé d'attaquer à droite et que dans votre stratégie, vous faites tout pour que votre ennemi regarde à gauche. Mais pour vous, c'est l'idéal. Si vous voulez l'attaquer à droite, eh bien, vous mettez son attention sur le côté gauche. Comme ça, il ne vous voit pas venir. Ça veut dire que lorsqu'on tourne votre attention sur une chose, sachez que la vraie chose se passe dans l'autre sens. Et c'est ça, en fait, que vraiment, en fait, j'essaie de faire comprendre. Mais c'est justement au contraire pour vous dire que vous devez avoir de l'espoir parce que d'autres ont déjà accepté la défaite. Accepter la défaite, c'est quoi? C'est tous ceux qui se jettent dans les distractions. Tous ceux qui se jettent dans des combats inutiles. En fait, sans qu'ils se rendent compte, ils ont déjà accepté la défaite. Et c'est pour ça qu'on leur a donné un combat. Pour qu'ils puissent combattre, comme ça ils ont l'impression qu'ils sont en train de combattre. Alors que ce sont des guerriers. Et c'est avantageux pour le système pour que ces guerriers-là se concentrent sur ces genres de combats futiles. Parce que le véritable combat, c'est pas ça. Et quand ils vont se rendre compte du véritable combat, ça se trouve, ce sera trop tard. Et moi, c'est ça là qui me fait mal au cœur. Mais combien comprennent ça? Combien comprennent? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Moi, mon combat, c'est pas ces histoires-là. Ça, c'est des petits problèmes du système. Le véritable problème, c'est le système. C'est comment le système s'est mis en place. C'est sur quoi le système s'est mis en place. Le système s'est mis en place sur la conscience. Pourquoi? Parce que la source même, c'est la conscience.
Et la conscience, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas la conscience. La conscience, ce sont des informations. Vous n'êtes pas des informations, à moins que vous considérez que vous êtes des informations. Moi, personnellement, je ne suis pas une information. Par exemple, si vous êtes une information, il y a quoi de différent entre vous et les intelligences artificielles? Les intelligences artificielles sont des informations. Moi, je ne suis pas une information. J'ai des aspects d'information, mais je ne suis pas une information. Je suis un être. Je suis un être qui vient de l'éternité et qui retournera dans l'éternité. Je ne suis pas une information qui va se transformer au fur et à mesure qu'il acquiert d'autres informations. C'est deux choses totalement distinctes. Lorsqu'on vous parle de mémoire akashique, la mémoire akashique, c'est quoi? C'est le livre de vie de la conscience. C'est le livre de vie de la conscience. Et ce livre de vie va s'accentuer au fur et à mesure que des consciences vont rentrer à l'intérieur. Non. Moi, mon livre de vie, c'est celui de mon âme. Et il n'a pas besoin de s'accentuer au fur et à mesure que des choses s'accumulent dedans. C'est que je vis ce qui était déjà écrit dès l'éternité, que je manifeste dans la perpétuité. Je n'ai pas besoin d'accumuler des informations. Oui, mais il faut connaître le chemin d'accès et l'éveil. Mais c'est ça que je suis en C'est train comme un d'expliquer aux gens. ordinateur. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer aux gens. Oui, non, mais... Tu es trop technique, mais ok, j'écoute. Et puis quand tu finis, s'il te plaît, qu'est-ce que selon toi la sagesse? Quand tu finis quoi? Ah, tout dépend. Est-ce que c'est la sagesse de la conscience ou la sagesse? Est-ce que c'est la sagesse de la conscience ou la sagesse du cycle de l'âme? Non. Les deux. C'est-à-dire qu'est-ce que la sagesse, qu'est-ce que l'intelligence, et à la limite, quelle est la frontière entre les deux, quoi? Parce que c'est aussi une dualité qui peut être évoquée.